La guerre de 12 jours de 2025 a été un moment d'un danger incroyable pour le monde entier. La guerre préparée depuis des décennies entre l'Iran et Israël a éclaté en conflit direct, aux conséquences dévastatrices. Des dizaines de civils sont morts en Israël, des centaines en Iran, des dizaines de milliers déplacés ou blessés, et le monde a si donc évité de peu un conflit régional majeur au Moyen-Orient. Le programme nucléaire iranien a été dévasté et retardé de plusieurs années, et l'appareil de commandement et de contrôle anéanti. Missiles, drones et débris ont plu sur tout Israël. Mais aussi horrible que fut la guerre entre l'Iran et Israël, aussi près qu'elle ait mené le Moyen-Orient et le monde entier au bord de la guerre, clarifions une chose. L'issue aurait pu être bien pire. 4 mois après, dirigeants de Jérusalem et Téhéran s'accordent. Malgré la pause des combats, la guerre continue. Des experts alertent, les deux camps se réarment, voient de nouvelles opportunités et subissent donc des pressions qui rendent un retour à la guerre plus probable. Et cette fois, rien n'assure que le monde aura la chance d'éviter la guerre totale, que l'Iran et Israël ont déjà choisi de ne pas engager. Il reste encore du temps pour que la diplomatie l'emporte. Il existe des moyens d'éviter une crise d'une ampleur bien plus grande. Mais si le monde ne fait rien, alors le risque grandit que le Moyen-Orient ne retombe dans la guerre plus tôt que prévu. Juste une petite pause pour partager quelque chose avec vous qui nous enthousiasme beaucoup ici. Non, nous ne demandons pas de dons pour financer notre contre-plainte contre la Somalie. Pas encore, et ce ne sera probablement pas nécessaire. À la place, nous voulons vous dire comment Warfront s'est développé dans un tout nouveau média. France.co, c'est un site web. Ce n'est pas un .com parce que ce n'était pas disponible. Même disponible, il aurait été très cher. Celui-ci l'était déjà. Après le lancement de notre newsletter cette année, nous avons constaté une demande pour notre analyse écrite. Nous avons contacté des experts, dont des journalistes primés qui ont accepté d'écrire pour nous. Je sais. Mais ils l'ont fait. Warfront a grandi très vite. Maintenant, nous vous montrons les résultats. Front.co est notre site abonné, avec des articles longs sur des sujets de défense et géopolitique souvent négligés. Les mécanismes internes de l'évasion des sanctions par la Russie, comment les mathématiques peuvent faire de vous un meilleur combattant. Oui, vraiment. Et si vous voulez une analyse sérieuse pour des temps dangereux, Front.co, ce site est l'endroit où il faut être. Ce sera aussi l'endroit pour des vidéos exclusives. 2 fois par semaine, nous publierons des épisodes bonus de Warfront sur nos sujets phares, comme comparer la Pologne et la Russie en cas de guerre. Seulement 5$ par mois ou 50$ par an, c'est front.co, pas .com. Et rien ne change sur Warfront. Tout le contenu que vous aimez reste ici, c'est simplement du contenu supplémentaire. Et maintenant, retour à la vidéo d'aujourd'hui. En envisageant un possible nouveau conflit entre l'Iran et Israël dans les prochains mois, rappelons que, malgré la gravité du conflit de cette année, l'engagement est resté très limité comparé aux capacités réelles des deux camps. Lors de ce conflit précédent, l'Iran, Israël ainsi que les États-Unis cherchaient à infliger des dégâts et à atteindre un ensemble d'objectifs fondamentaux. Mais toutes les parties impliquées ont tout de même choisi de limiter leur engagement afin de s'assurer que le conflit puisse être réduit et résolu relativement rapidement. Israël a évité de tuer le guide suprême iranien et d'autres hauts dignitaires religieux, a seulement paralysé un élément de la chaîne de production de missiles iranienne au lieu de détruire totalement ses capacités et s'est abstenu d'utiliser son arsenal nucléaire. L'Iran n'a pas lancé assez de drones pour submerger totalement les défenses aériennes israéliennes. Il a évité de forcer la main de ses alliés par procuration comme le Hezbollah pour les entraîner dans le conflit, même involontairement, et il s'est abstenu de toute action visant à fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aurait pris en otage une grande part du pétrole mondial. Les deux camps n'ont pas ciblé les civils d'éloigner des sites militaires et n'ont montré aucune intention d'engager leurs forces terrestres. Les États-Unis ont limité leur implication, évité d'inciter leurs alliés européens ou moyen-orientaux à jouer un rôle majeur et participer à peu de frappes offensives possibles. Oui, Israël et les États-Unis voulaient cibler le programme nucléaire iranien et oui, l'Iran voulait infliger suffisamment de douleur à Israël pour dissuader de futures attaques, mais toutes les parties sont entrées dans le conflit en espérant pouvoir se ménager une porte de sortie pour réduire les hostilités. Après 12 jours de combats intenses et sanglants, c'est ce qui s'est produit. Ces 12 jours d'affrontement auraient pu avoir diverses conséquences.
La communauté internationale aurait pu intervenir et imposer des incitations concrètes à l'Iran et à Israël pour les pousser vers un accord de paix global, offrant à Téhéran et Jérusalem de vraies sans raison de préserver la paix et d'éviter un nouveau conflit. En réalité, cela ne s'est pas produit et le monde a vu l'autre option. Israël et l'Iran sont tous deux retournés dans leurs camps respectifs, ont pris un peu de temps pour panser leurs blessures, puis ont repris leurs activités, en partant du principe que l'adversaire avec lequel ils venaient tout juste d'entrer en guerre risquait probablement de recommencer à l'avenir. Maintenant, pour comprendre les facteurs qui rendent un retour à la guerre plus probable, nous devons examiner à la fois l'Iran et Israël et comprendre ce qui s'est passé entre la fin de leur conflit précédent et aujourd'hui. Commençons par Israël, qui sort de la guerre de 12 jours avec de meilleurs arguments pour revendiquer la victoire, mais a néanmoins affronté d'importants défis par la suite. D'une part, Israël semble n'avoir réussi que partiellement à atteindre ses objectifs de guerre. Malgré le bombardement des sites nucléaires iraniens clés, ni Israël, ni les États-Unis, ni l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pu déterminer de manière concluante le sort des quelques 400 kg d'uranium hautement enrichi de l'Iran. L'Iran aurait encore les centrifugeuses et équipements pour enrichir l'uranium, et malgré des perturbations majeures dans ses capacités de lancement de missiles et drones, il conserve des infrastructures pour cela. Israël et les États-Unis ont épuisé une grande partie de leurs intercepteurs de défense aérienne pendant le conflit de 12 jours. On estime que les États-Unis ont utilisé un quart de leurs intercepteurs de missiles de haute qualité en 12 jours, et des responsables américains affirment que Jérusalem pourrait aussi rencontrer ce problème, malgré les démentis d'Israël. Il existe également toute une série d'autres circonstances internationales qui incitent Israël à envisager un retour à la guerre et qui le dissuadent de placer sa confiance dans l'idée de la paix. D'une part, la décision récente d'Israël de mener des frappes aériennes contre le Hamas dans le pays du Qatar a placé l'ensemble du Moyen-Orient sur le fil du rasoir, les dirigeants riches et puissants du monde arabe n'étant plus disposés à traiter Israël avec l'ouverture relative qu'ils ont manifestée au cours de la dernière décennie. Les efforts d'Israël pour normaliser ses relations avec le monde arabe sont menacés, la Ligue arabe s'étant récemment alliée à plusieurs pays européens, reconnaissant pour la première fois l'État palestinien, ce que les dirigeants israéliens voient comme un signe d'hostilité croissante. Israël est également plus isolé dans son effort de guerre à Gaza et a même fait face à une pression limitée de la part des États-Unis. En même temps, une série de négociations avec le Hamas sont en cours au moment où nous parlons, mais elles risquent de s'effondrer pour plusieurs raisons. Et les États-Unis ont indiqué à Israël que si le Hamas refuse un accord, Israël pourrait être autorisé à prendre des mesures unilatérales plus importantes à Gaza. Pris ensemble, ces facteurs internationaux créent une situation où Israël semble se sentir isolé, obligé de se débrouiller seul et moins confiant dans la volonté de la communauté internationale d'aider à résoudre les différends en faveur d'Israël. De plus en plus d'experts et d'observateurs internationaux estiment que la survie politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou dépend de la guerre à Gaza et qu'il a intérêt à la prolonger, voire à étendre le conflit pour rester au pouvoir. Et Netanyahou est loin d'être le seul dirigeant dans cette discussion à pouvoir considérer la guerre comme le meilleur moyen de conserver le pouvoir. En Iran, les dirigeants religieux sont plus vulnérables que jamais, confrontés à une économie en ruine, une opposition persistante et une perte de confiance de leurs partisans, désormais sceptiques face aux récits de puissance militaire de Téhéran. Les chefs militaires du pays sont devenus paranoïaques à cause d'une vague d'assassinats israéliens et on sait qu'ils élaborent tant des plans d'urgence et des ordres de succession au cas où la vague actuelle de dirigeants serait éliminée lors d'un nouveau conflit. Le régime s'efforce de traquer et d'arrêter toute personne soupçonnée d'être un agent israélien et a exécuté plus de personnes en 2025 que durant n'importe quelle année depuis la révolution de 1979, y compris un homme nommé Barman Kabiasil, qui a été pendu fin septembre et est décrit comme, je cite, « l'un des espions les plus importants d'Israël en Iran ». En parallèle, l'Iran chercherait à reconstruire rapidement ses défenses aériennes en privilégiant les intercepteurs de drones à courte portée, utiles contre les attaques de drones attribuées aux agents israéliens lors d'opérations asymétriques en Iran. Des documents russes divulgués par des hackers ukrainiens révèlent que l'Iran a commandé 48 chasseurs, 48 Russes, avec des livraisons prévues dès 2026 si la Russie respecte le calendrier.
L'Iran cherche également à acquérir des chasseurs JDX chinois et aurait peut-être déjà acheté des MiG-29 à la Russie. Tout cela dans le but de contrer la capacité d'Israël à obtenir la supériorité aérienne aussi rapidement lors de la dernière guerre. En parallèle, l'Iran teste encore des missiles balistiques, montrant qu'il conserve une capacité de lancement et resterait capable de produire des drones kamikazes longue portée à faible coût. Mais si ces facteurs, pris isolément, pourraient laisser penser que l'Iran prendrait son temps, consoliderait la stabilité de son régime et passerait quelques années à rassembler et à reconstruire ses systèmes d'armes, la situation internationale de l'Iran exerce une pression sur Téhéran pour accélérer son calendrier. À la mi-octobre, l'Iran a été frappé par ce qu'on appelle des sanctions snapback de la part des Nations Unies, qui avaient été suspendues dans le cadre de l'effort mondial visant à amener l'Iran à renoncer pacifiquement à son programme d'armes nucléaires. Ces sanctions renouvelées d'emblée devraient en frapper l'Iran très durement. Malgré les accords financiers de l'Iran avec la Russie et la Chine, qui peuvent atténuer la douleur, les conséquences renforceront la colère publique contre le régime. La capacité de l'Iran à financer son réarmement va diminuer. L'unité des élites dirigeantes s'effritera, rendant l'effondrement du régime bien plus probable. S'ajoutent des rapports selon lesquels des responsables iraniens pensent qu'Israël prépare de nouvelles frappes, appuyées par les récentes déclarations de Benjamin Netanyahou, affirmant qu'Israël connaît la localisation des stocks nucléaires iraniens restants. Et dans tout le Moyen-Orient, la déstabilisation croissante et le manque d'unité créent un environnement qui favorise pratiquement une guerre future. La nation syrienne est au bord d'un retour à la violence, récemment en raison d'une impasse entre Damas et la région kurde autonome de Riyava, tandis que l'État islamique continue de se reconstituer dans les zones frontalières entre la Syrie et l'Irak. L'Irak devient de plus en plus instable, tandis que les États du Golfe comme le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats restent sur leur garde face aux risques de frappes venant de toutes parts, y compris d'Israël. Les partisans de la ligne dure du Hezbollah, allié fidèle de l'Irak, résistent à la pression pour le désarmement. Bien qu'ils ne puissent plus menacer Israël comme avant, 2024, ils peuvent là toujours déstabiliser le Liban et menacer les forces israéliennes présentes sur le territoire libanais. Un schéma continu d'interception d'armes montre que l'Iran continue de chercher à armer le Hezbollah, les rebelles houthis du Yémen et les milices supplétives en Irak et en Syrie, tandis que les États-Unis semblent vouloir réduire leur implication au Moyen-Orient, créant ainsi les premiers signes d'un vide diplomatique et sécuritaire que toutes sortes d'acteurs malveillants pourraient exploiter. Très bien, donc en gardant toute cette situation à l'esprit, exposons quelques-unes des lignes de fracture spécifiques qui inciteraient chaque camp à envisager un retour au combat plutôt qu'un engagement pour la paix, et qui encourageraient en particulier un retour rapide à la violence plutôt qu'une montée progressive sur plusieurs années. Israël a vu ses défenses aériennes affaiblies, tandis que l'Iran cherche à restaurer sa capacité de frappe à longue distance. Si Israël patiente, l'Iran pourrait apprendre de ses expériences, reconstituer son arsenal et adapter ses tactiques, rendant Israël plus vulnérable et forçant l'utilisation rapide de ses intercepteurs. Israël et l'Iran conviennent que l'uranium enrichi iranien n'a pas été détruit, poussant Israël à vouloir le cibler tant que les renseignements sont fiables, tandis que l'Iran envisage d'empêcher Israël de recommencer par la force. L'Iran connaît une instabilité du régime sans précédent. Mais ce problème va s'aggraver au fil des mois et des années, pas s'améliorer, ce qui signifie que même si ce n'est vraiment pas le moment idéal pour l'Iran de frapper Israël, cela pourrait être maintenant ou jamais. Et de la même manière, les dirigeants israéliens ressentent leur isolement sur la scène internationale et peuvent craindre un effondrement de leur gouvernement s'ils ne peuvent pas utiliser la menace d'un ennemi extérieur pour justifier leur maintien au pouvoir. Ensuite, il y a les lignes de fracture internationale à prendre en compte. Le Moyen-Orient, au sens large, devient de plus en plus fracturé. La perception d'Israël dans le monde arabe chute rapidement. Les alliés non américains d'Israël sont frustrés par la conduite de Jérusalem, et les proxys de l'Iran à l'étranger sont toujours armés et dangereux, mais deviennent désespérés. Ce qui contribue à l'idée, au sein du régime iranien, que le moment est aussi propice qu'il puisse l'être. Mais cette même combinaison de facteurs rend Israël plus enclin à agir. Car Jérusalem peut voir l'évolution des perceptions internationales comme un signe de jours plus sombres à venir, et raisonner que si l'Europe, le monde arabe et d'autres forces internationales sont déjà aliénés, Israël n'a plus rien à perdre en prenant les mesures qu'il craignait jusque-là.
Et peut-être plus dangereux encore, il y a une possibilité qu'Israël et l'Iran en viennent tous deux à la conclusion qu'ils auraient l'avantage d'agir rapidement. Du point de vue d'Israël, le régime iranien est près de s'effondrer et pourrait tomber avec une dernière poussée. Si Israël connaît l'emplacement des matériaux nucléaires iraniens, il pourrait les détruire avant que l'Iran ne puisse les cacher ou les disperser. Israël sait que l'Iran essaiera de se procurer des avions de combat, de reconstruire ses défenses aériennes et de reconstituer sa menace de missiles et de drones à longue portée. Mais rien de cela ne s'est encore produit. Si Israël frappe fort en premier, cela pourrait ne jamais arriver. Mais si l'on regarde la même situation du point de vue de l'Iran, il existe des moyens d'arriver à la même conclusion. Israël est très isolé, et l'Iran pourrait penser qu'il a plus de chances d'utiliser la guerre ou sa menace contre Israël pour obtenir un meilleur traitement qu'autrement. L'Iran sait qu'Israël manque de défense aérienne, mais qu'avec du temps, ce problème sera réglé. L'Iran sait que, même mal placé pour frapper actuellement, sa position est peut-être meilleure qu'elle ne le sera quand les sanctions internationales agiront pleinement. Il sait que c'est pareil pour ses forces supplétives au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. Que dans quelques années, il pourrait être désarmé, dévasté par des guerres en tête-à-tête avec Israël, ou perdre l'envie de se battre. Mais en ce moment, ils peuvent être entraînés dans une guerre aux côtés de l'Iran. Quand deux camps pensent pouvoir gagner en provoquant un échange violent et estiment que l'autre a beaucoup à perdre, ils ont de multiples raisons d'accentuer les tensions. Ils ont des raisons de lancer des menaces claires d'escalade violente, puis de se livrer à des provocations militaires, et ensuite, lorsqu'on leur montre ce qui est censé être une mesure dissuasive, ils ont de nouveau intérêt à intensifier l'escalade parce qu'ils pensent être prêts à aller plus loin que leur adversaire. Mais lorsque les deux camps ressentent pour cela, la situation devient particulièrement dangereuse, car lorsque les deux parties montent les échelons de l'escalade en attendant que l'ennemi recule, il y a un réel risque que chacun continue à monter avant de se rendre compte, un peu trop tard, que l'adversaire était plus prêt à s'engager dans un conflit qu'il ne l'avait d'abord imaginé. Bien sûr, comme nous l'avons dit au début de l'épisode d'aujourd'hui, et nous allons vraiment insister sur ce point encore une fois, une nouvelle escalade entre l'Iran et Israël n'est pas inévitable. Ce n'est en rien garanti. Il reste de nombreuses occasions pour que diplomatie et raison prévalent, et nous espérons sincèrement que cela arrivera. Mais nous ne pouvons ignorer la menace d'une reprise de la violence au Moyen-Orient. Bien qu'un groupe croissant d'experts et de médias alerte, le risque paraît bien plus élevé que ce que suggèrent la plupart des gros titres mondiaux. Il est utile d'identifier dès maintenant les conditions qui pourraient pousser Israël ou l'Iran à agir dans les prochains mois. Pour Israël, le déclencheur le plus probable serait une preuve claire que l'Iran a relancé l'enrichissement nucléaire à grande échelle ou enrichi ses stocks à un niveau proche de la qualité militaire. Il y a aussi la possibilité que le gouvernement Netanyahou puisse tourner son attention vers l'Iran et commencer à préparer le terrain pour un futur conflit dans le cas où il conclurait un cessez-le-feu ou même un véritable accord de paix avec l'organisation Hamas. Si, comme on le soupçonne, le gouvernement Netanyahou estime avoir besoin d'une guerre ou d'une crise de sécurité nationale pour s'assurer de rester au pouvoir, alors la fin de la guerre contre le Hamas créerait un vide qu'une guerre avec l'Iran pourrait facilement combler. Pour l'Iran, un déclencheur serait une intensification de l'offensive israélienne à Gaza, si aucun accord de paix n'est conclu et qu'Israël poursuit ses actions actuelles. Ou bien si le régime notoirement paranoïaque venait à découvrir une infiltration à grande échelle du Mossad israélien ou à identifier un complot réel ou supposé contre lui, l'Iran pourrait choisir de réagir violemment. Le plus inquiétant, cependant, est la possibilité que l'une ou l'autre des parties choisissent de revenir au conflit en raison d'une accumulation de tensions plutôt qu'à cause d'une menace aiguë. Le côté positif d'une menace aiguë, si l'on peut en trouver un, c'est qu'un retour au combat serait sans doute précédé de reportages mondiaux, de discours diplomatiques, de démonstrations militaires et d'autres signes évidents d'un événement à venir. Mais si Israël ou l'Iran jugent qu'une attaque sert leurs intérêts, une attaque surprise devient beaucoup plus probable. Les attaques surprises rendent toutes les parties plus incertaines, surtout le pays qui les subit, et cela augmente la probabilité qu'ils choisissent de répondre de manière disproportionnée, ce qui crée un terrain propice à une escalade, puis à encore plus d'escalade par la suite. D'accord, alors pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, nous devons nous poser une dernière question.
Si Israël et l'Iran renouent bientôt le conflit, à quoi ressemblerait-il ? Nous allons le répéter une dernière fois car nous voulons vraiment être parfaitement clairs. Il existe encore de nombreuses façons d'éviter un retour au combat, et les chances d'un conflit ne sont pas si élevées qu'il faille le considérer comme inévitable. En fait, c'est tout à fait évitable, et j'espère que l'Iran, Israël et la communauté internationale pourront faire en sorte qu'un conflit n'ait pas lieu. Mais si cela arrivait, il ne faudrait pas s'attendre à une guerre similaire à celle de 12 jours plus tôt cette année. Au contraire, nous devrions nous attendre à ce que les deux nations aient tiré les leçons de cet affrontement précédent et soient mieux préparées à éviter les points forts de leur adversaire et à cibler leurs faiblesses. Examinons d'abord la possibilité d'une attaque israélienne. En ce moment, les défenses aériennes de l'Iran sont encore très loin d'être reconstruites, et une attaque israélienne profiterait probablement pleinement de leur vulnérabilité. Privé de défense aérienne efficace et d'avions de combat opérationnels, l'Iran serait vulnérable à une attaque aérienne coordonnée d'Israël. Israël pourrait cette fois miser davantage sur ses F-15 et F-16 non furtifs, surtout le F-15 pour transporter plus de charges et larguer un maximum de munitions rapidement sur l'Iran. Dans ce cas, Israël prioriserait sans doute deux types de cibles iraniennes. Israël viserait d'abord à détruire les missiles balistiques restants de l'Iran, notamment ses installations et plateformes de lancement mobile, ainsi qu'à éliminer un maximum de drones longue portée iraniens. De cette façon, Israël peut neutraliser la capacité de l'Iran à riposter, en anticipant même une contre-attaque immédiate si ses services de renseignement sont suffisamment efficaces et si ses avions peuvent atteindre leurs cibles avec assez de précision. Le deuxième groupe cible concerne l'économie. Champs pétroliers, raffineries, infrastructures gazières, usines de drones et missiles, ports, aéroports, grands centres industriels. Bien qu'Israël puisse également chercher à cibler les matières nucléaires de l'Iran, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ces matières figurent en tête de la liste d'Israël. Au lieu de cela, si Israël peut à la fois empêcher l'Iran de lancer une contre-attaque et dévaster ce qui reste de son économie, cela rend la menace d'un changement de régime véritablement aiguë. Cette combinaison d'attaques pourrait suffire à forcer l'Iran à revenir à la table des négociations, ou, encore mieux pour Israël, elle pourrait provoquer l'effondrement total du régime de l'ayatollah. Bien sûr, rien ne garantit que l'ayatollah vivrait assez longtemps pour voir l'effondrement du régime. Dans le cas où l'Iran ne capitulerait pas, les avions de chasse israéliens dans le ciel et les agents de renseignement au sol auraient mis tout le temps nécessaire pour traquer les matériaux nucléaires, surtout s'ils continuent de cibler les stocks de drones et de missiles et de conserver l'avantage initial qui empêche qu'une pénurie d'intercepteurs ne devienne un problème aigu. Dans le monde idéal d'Israël, les États-Unis joueraient un rôle bien plus actif, déployant leurs avions de chasse et leurs bombardiers stratégiques et utilisant leurs bombes les plus lourdes pour détruire des cibles profondément enfouies qu'Israël ne peut pas atteindre. Ensuite, il y a le scénario opposé, où c'est l'Iran qui attaque et Israël qui se défend. Dans ce contexte, l'Iran devrait optimiser l'utilisation de ses missiles balistiques restants et probablement lancer une attaque initiale en s'inspirant des tactiques russes en Ukraine. Déployer une vague de drones pour épuiser la défense aérienne, puis synchroniser l'envoi de missiles plus puissants pour percer. C'est ce que l'Iran a fait lors d'un échange avec Israël en 2024. Bien que l'attaque initiale de l'Iran ait testé les défenses aériennes israéliennes, il pourrait facilement lancer plus de drones kamikazes qu'en 2024. L'Iran utiliserait sans doute des munitions à fragmentation, des missiles diffusant de petites sous-munitions qui causent des dégâts même après interception. Parallèlement, l'Iran chercherait sans doute à disperser l'attention d'Israël, par exemple en mobilisant ses alliés, attaques terrestres du Hezbollah, tirs de roquettes et drones depuis la Syrie et l'Irak, et frappes de drones ou missiles longue portée depuis le Yémen. Si les supplétifs de l'Iran refusaient d'agir, l'Iran pourrait quand même les sacrifier pour détourner l'attention d'Israël, créant l'illusion d'une attaque imminente et obligeant Israël à disperser ses défenses. Dans cette situation, l'Iran pourrait être en mesure d'exploiter les tensions du monde arabe avec Israël, sachant que ces nations sont moins susceptibles d'intervenir pour défendre Israël. L'Iran pourrait être capable d'épuiser les intercepteurs israéliens suffisamment rapidement pour que, au moins pendant un certain temps, ces drones et missiles aient une bonne chance d'atteindre leur cible. Et bien que l'Iran n'ait littéralement aucune chance de vaincre Israël dans une guerre aérienne prolongée, l'Iran aurait probablement une série de plans différents en tête. Il ne faudrait pas longtemps à l'Iran pour bloquer le détroit d'Ormuz, qu'il pourrait ensuite utiliser comme monnaie d'échange afin d'obtenir des concessions favorables, un allègement durable des sanctions,
un compromis autour de son programme nucléaire ou toute chose pouvant aider le régime iranien à survivre et à regagner un peu de terrain. Ne vous y trompez pas, ce serait une manœuvre désespérée du régime iranien confronté à une situation critique. Si l'Iran envisageait cette option, le régime renforcerait sa position en montrant qu'il peut causer de vrais dégâts à Israël, y compris des attaques ciblées sur des actifs économiques, politiques, religieux ou même des civils. Que ce soit Israël ou l'Iran qui choisirait, dans cette sombre hypothèse, qu'il est temps d'appuyer sur la gâchette, le résultat apporterait indéniablement douleur et tragédie aux populations des deux nations. Les erreurs de calcul aggraveront la douleur, car un camp surestime ses capacités, échoue à ses objectifs et s'enfonce dans ce qui deviendrait une longue guerre. En ce moment, Israël et l'Iran pourraient en tous deux être ouverts à l'idée d'un retour au combat, mais ce conflit deviendrait rapidement une course vers le bas, une guerre d'usure dont un seul sortirait vivant et qu'aucun ne supporterait sans souffrance. Si le Moyen-Orient a de la chance, alors rien de tout cela n'arrivera. Espérer qu'un jour la chance sourira au Moyen-Orient est généralement vain. Merci de votre attention.